Donc le talk de Marcus était très intéressant pour moi parce que ça parlait beaucoup de synthèse de carbone et donc moi je vais vous parler de l'utilisation de ces matériaux, des carbones poreux, dans des applications pour le stockage électrochimique de l'énergie. Donc en fait, pour une petite introduction, pour rentrer doucement dans la thématique, là vous avez ici un diagramme sur lequel on représente la puissance en fonction de l'énergie de différents systèmes de stockage de l'énergie. Alors vous avez les batteries ici qui sont des systèmes d'énergie, donc petit courant et longue durée d'utilisation de plusieurs heures ou plusieurs dizaines d'heures. Et puis de l'autre côté, les condensateurs, donc très forte puissance et peu d'énergie embarquée. Et puis entre les deux, vous avez les supercondensateurs, qui sont des systèmes qui ont des performances intermédiaires entre les batteries et les condensateurs, beaucoup plus de puissance que les batteries, mais moins d'énergie. Donc typiquement, ces systèmes-là, on peut s'en servir pour des décharges de l'ordre de la dizaine de secondes, et pour des récupérations d'énergie de l'ordre de la dizaine de secondes. Donc ces systèmes, ils sont très utilisés, ou de plus en plus utilisés, maintenant dans les applications en particulier automobiles, pour la récupération de l'énergie de freinage, pour le stop and start, et beaucoup sur les tramways et les trains pour également la récupération de l'énergie de freinage. Donc, pourquoi on a des performances intermédiaires entre batteries, encore une fois, qui sont des sources de stockage de l'énergie avec des performances de 200 Wh/kg. Là, on a à peu près 5 Wh/kg. Il y a 40 fois moins d'énergie stockée dans les supercondensateurs, mais 40 fois plus de puissance. Pourquoi ces performances intermédiaires? Eh bien, parce qu'en fait, le système de stockage de la charge est différent dans les batteries et les supercondensateurs. Dans les supercondensateurs, on va utiliser la capacité de double couche. Et vous avez ici, quand vous mettez une électrode que vous chargez négativement dans un électrolyte, eh bien, pour compenser la charge ici de surface, avant toute réaction redox, on a une migration sous champ électrique des cations de l'électrolyte qui vont venir compenser la charge et s'absorber à la surface de l'électrode. Mais vous voyez que vous formez un plan de charge négative, un plan de charge positive côté électrolyte. Vous séparez la charge à l'interface, solide électrolyte, solide liquide. Vous formez une capacité. La valeur de la capacité est proportionnelle à la constante diélectrique de l'électrolyte, multipliée par la surface, divisée par la distance. Et la distance d'approche de l'ion à la surface. Donc c'est très faible, ce qui vous donne des capacités de 10-20 microfarads par centimètre carré. Et comme l'a remarquablement exposé Marcus Antonietti tout à l'heure, eh bien 10-20 microfarads par centimètre carré, c'est pas grand-chose, sauf que si vous êtes capable de faire des matériaux, et donc des carbones, avec des très grandes surfaces développées, avec les exemples qui nous ont été donnés tout à l'heure, eh bien vous voyez que si vous avez des surfaces de plusieurs centaines, plusieurs milliers de mètres carrés par gramme, vous arrivez à stocker une centaine, plus de 100 farads par gramme de carbone. Donc en fait, la charge dans ces systèmes de supercondensateurs, elle est stockée uniquement par absorption des ions à la surface de ces carbones. Si vous utilisez des électrolytes non aqueux, vous arrivez à des tensions de cellules maximum de 2,7 volts jusqu'à 3 volts. Donc voilà. Et donc en fait, la caractéristique principale, c'est la densité d'énergie des systèmes. Elle est proportionnelle au carré de la tension et à la capacité des carbones, C. Et nous, ce sur quoi on travaille principalement au laboratoire, c'est comprendre comment les ions vont rentrer dans ces structures poreuses de carbone avec des pores de l'ordre du nanomètre, comprendre comment ils vont être transportés, comment ils vont s'absorber pour essayer de maximiser, d'augmenter au maximum cette capacité et d'augmenter la densité d'énergie des supercondensateurs pour, au lieu de pouvoir les utiliser pendant une dizaine de secondes, pouvoir délivrer de l'énergie pendant une vingtaine de secondes ou 30 secondes, qui ouvrirait encore plus le champ des applications. Alors en fait, les matériaux qu'on a utilisés, le début de l'histoire, ça date d'une dizaine d'années. On a utilisé des matériaux, on a préparé des carbones poreux, ici ce carbone, à partir de carbure de titane qu'on a fait sous un traitement thermique dans une atmosphère de chlore. On a enlevé le titane du carbure et on s'est retrouvé avec un produit, le carbone, et ce carbone était poreux et les pores étaient liés à l'absence donc des atomes de titane. Alors, quand on fait ce type de traitement, en fonction de la température de chloration ici, parce que on chlore entre 400 et 1000 degrés, eh bien, en fonction de la température de chloration, on contrôle la taille de pore, et on a des tailles de pore entre 0,6 et 1 nanomètre. Là, vous avez la surface spécifique, vous avez la température de chloration, et ici, la taille des pores des échantillons qu'on peut préparer. Donc en fait, vous voyez que si on chlore à, je sais pas, 700 degrés, vous avez des tailles de pores de 0,75 nanomètres. Et quand on fait différents échantillons, c'est préparer les échantillons poreux avec des tailles de pores contrôlées entre 0,6 et 1 nanomètre, qui était à l'époque excessivement faible. Et ces échantillons-là, si on regarde un peu les structures, ils sont à basse température, à 600 jusqu'à 800 degrés, ils sont très amorphes. À partir de 1000 degrés, on commence à avoir un peu d'ordre graphitique. Mais typiquement, donc, c'était une première fois qu'on savait faire ce type de carbone avec des pores inférieurs au nanomètre de façon très contrôlée. Et ces matériaux, on s'en sert au laboratoire pour étudier donc les performances en stockage électrochimique de l'énergie, comme je vous l'ai dit.
Et ce qu'on fait, on assemble des petites cellules. Ces matériaux, c'est de la poudre. On les assemble avec un liant. On fait des électrodes, 2 électrodes. On met un séparateur. On met de l'électrolyte entre les deux. C'est des électrolytes organiques, donc en particulier le tétraéthylammonium, le tétrafluoroborate, cation anion. On utilise l'acétonitrile comme solvant. Et on fait les caractérisations électrochimiques pour mesurer leur performance, mesurer et évaluer comment les ions rendent ces structures et mesurer les capacités. Là, vous avez un exemple, par exemple, de voltammétrie cyclique. Donc ça, c'est la tension en fonction du courant. Et donc Q égale CV, C égale à I sur dV sur dt. Ici, on contrôle la vitesse de balayage. On passe de 0 à 2 volts, 2 volts 5 à une vitesse de balayage constante, 10 millivolts par seconde par exemple. Donc dV sur dt constant, la capacité constante, le courant de charge est constant. Vous voyez, là on va de 0 à 2 volts 7. On inverse la vitesse de balayage, on retrouve un courant constant. Donc quand on a des systèmes, des signatures électrochimiques comme ça, en voltammétrie cyclique rectangulaire, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde uniquement l'absorption et la désorption des ions sur les électrodes de carbone poreux. Et à partir de là, on peut mesurer les capacités. Eh bien, on a mesuré les capacités, donc encore une fois, c'est le début de l'histoire, il y a une dizaine d'années. On a mesuré ces capacités dans cet électrolyte, donc on a fait ces cellules, on a chargé, déchargé les supercondensateurs, les électrodes, on a mesuré les capas. Et on a divisé on a récupéré les capacités normalisées en microfarads par centimètre carré. Et là, vous avez la capacité en fonction de la taille des pores. Et ici, c'était le modèle standard de la littérature, c'est-à-dire que quand la taille des pores des carbones augmentait jusqu'à entre 2 et 5 nanomètres, la capacité surfacique augmentait. Pourquoi? Parce que les ions, dans les électrolytes organiques, sont solvatés, ils ont une taille entre 1 et... ça fait 1,5 nanomètres. Donc bien sûr, quand on augmente un peu la taille de pore, on arrive à stocker de façon très schématique les ions comme ça, et les tailles optimales se situent vers 5 nanomètres. Sauf qu'avec les échantillons qu'on avait préparés, qui avaient des tailles de pores inférieures à 1 nanomètre, on a vu que la capacité augmentait, et en particulier, ces résultats, ça montrait que lorsqu'on avait des pores inférieurs à la taille des ions solvatés, les capacités, d'une part, les ions pouvaient accéder à ces pores, et d'autre part, les capacités étaient augmentées de façon quasi exponentielle. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que bien sûr, puisque ces micropores très petits étaient accessibles aux ions qui étaient plus gros avec le rayon de solvatation, c'est qu'ils devaient se désolvater. Et tout ça, ça a été le début de nos travaux, d'essayer de comprendre pourquoi les capacités dans ces carbones, elles sont exacerbées quand on fait rentrer les ions dans des tout petits pores. Alors, un autre, Marcus a présenté aussi les résultats en liquide ionique. Les liquides ioniques sont des électrolytes sans solvant, donc c'est des mélanges de cations et d'anions. Là, vous avez un gros cation, NeMi+, un gros anion, TFSI-. Vous n'avez pas de solvant et vous pouvez faire des caractérisations électrochimiques aussi dans ces électrolytes-là. Et là, on joue avec la taille réelle des ions. Il n'y a pas de solvatation, il n'y a pas de rayon, de cortège de solvatation. Là, vous voyez que le cation ici, il a à peu près une taille de 0,76 nano, l'anion 0,79. Et quand on a fait des études électrochimiques, on a assemblé des cellules sur chacune des échantillons avec des carbones avec des tailles de pores très contrôlées. On a mesuré les performances, on s'est aperçu que la capacité était maximale lorsqu'on avait une taille de pore de 0,72 nanomètres, c'est-à-dire que lorsque la taille des pores était à peu près égale à la taille des ions, en gros. Et ça, c'était un résultat assez inattendu, et ça nous avait conduit à dire qu'en fait, la charge dans la double couche électrochimique, dans les nanopores, elle est complètement différente de ce qu'on pensait. Puisqu'on pensait avoir, de façon très schématique, d'un stockage d'ions comme ceci. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'on est capable de venir aligner les ions dans les pores. Et que lorsqu'on aligne les ions dans les pores, on a des capacités maximales. Alors bien sûr, c'est une vue de l'esprit, parce que les vraies structures, elles sont complètement différentes de pores parallèles et alignés, sont des carbones complètement désordonnés. Mais lorsqu'on rentre dans ces tout petits pores, en fait, puisque quand les ions sont très proches du carbone, on a un stockage de charge exacerbé. Alors on a bien sûr travaillé avec des collègues de la modélisation, du Phénix, pour comprendre un peu comment tout se passait. Et on a réussi à avoir des pistes, mais ce dont je vais vous parler, c'est un peu des mesures expérimentales. Essayer de comprendre la dynamique des ions, c'est-à-dire le transport des ions et leur absorption, à partir de techniques électrochimiques expérimentales et de techniques couplées à l'RMN. Alors la première technique, c'est ce qu'on appelle la microbalance électrochimique à quartz. Alors le principe est très simple. On prend un quartz piézoélectrique, ici, on vient venir déposer dessus une goutte de suspension qui contient le carbone poreux, on vient sécher, et puis ensuite on va utiliser ce quartz piézoélectrique dans une cellule électrochimique avec une microbalance. Alors la microbalance, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce quartz, il va résonner à une fréquence donnée, il a une fréquence de résonance propre,
Et puisqu'on a monté ce quartz dans une cellule électrochimique, le quartz qui contient les échantillons, dans une cellule électrochimique, on va pouvoir polariser. Et pendant qu'on va tracer la voltammétrie cyclique, quand les ions vont rentrer, sortir, eh bien, la variation de masse va modifier la variation de la fréquence de résonance du quartz. Et on va pouvoir relier la variation de résonance de la fréquence du quartz à la variation de masse dans la masse des ions qui rentrent ou qui sortent dans les pores du carbone, au travers de la loi de Sauer-Brey. C'est ce qu'on a fait. Et là, je vais vous présenter, on a pris un carbone CDC, un carbone dérivé de carbure de 1 nanomètre, taille de pore de 1 nanomètre, et on a pris un électrolyte dans lequel on a mis des cations, mis+, TFSI-, dans l'acétonitrile. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on a tracé les voltammétries cycliques. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on avait des signatures rectangulaires, c'était de l'absorption capacitive, on stockait les ions à la surface des carbones. Mais vous voyez, là, on est parti, ça c'est ici le potentiel en fonction du courant. Là, c'est la signature électrochimique. On part du potentiel à courant nul et on va vers les potentiels négatifs. On revient, on a quelque chose d'assez rectangulaire. Et ça, en fonction de la polarisation, vous avez ici, on a enregistré la variation de fréquence du quartz, qui est liée à la variation de masse. Bien, vous voyez ici que ce stockage, cette signature rectangulaire, ça veut dire que lorsqu'on part de zéro et qu'on va vers les potentiels négatifs, on charge négativement l'électrode, on absorbe les cations, les gros ions EMI+. De la même façon, lorsqu'on repart du potentiel à courant nul, c'est le même ici, et qu'on va vers les polarisations positives, eh bien on absorbe les anions et on désorbe les anions. On a un signal quasi rectangulaire, donc on joue bien uniquement avec les réactions d'absorption. Et là, vous avez la variation de fréquence du quartz au cours de la polarisation. Alors l'intérêt avec ces voltammétries cycliques, c'est du courant. Là, on a un potentiel en fonction du temps, donc on sait calculer la quantité d'électricité. C'est l'air sous la courbe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a tracé, vous pouvez tracer la variation de la quantité d'électricité pendant la polarisation négative, la polarisation positive, en fonction de la variation de la masse de l'électrode pendant la polarisation. Mais la variation de la masse de l'électrode en fonction de la charge, c'est la loi de Faraday, d'accord ? Et si on considère que quand on est en charge négative, on n'absorbe que les cations EMI+, les cations EMI+, ils ont une masse molaire de 111 grammes par mol, ça fait 7 pentes théoriques. Si on considère lors de la polarisation positive qu'on n'absorbe que les anions TFSI- ont une masse molaire de 280 grammes par mol, c'est cette courbe-là. Donc en fait, on a comparé nos courbes expérimentales à la courbe théorique, et vous voyez que ce qui se passe ici, c'est que lorsque, côté négatif, on absorbe les cations, mais en fait, on a une masse à l'électrode qui est supérieure à la masse théorique. C'est-à-dire que les cations, ils rentrent avec des molécules de solvant. Et la différence entre la courbe expérimentale et la théorique, ça vous donne le nombre de molécules d'acétonitrile, de solvant, associées à l'absorption du cation. Et on a mesuré expérimentalement 3,6 molécules de solvant, alors que normalement, dans un électrolyte normal, les cations EMI+, sont entourés de 8 molécules de solvant. Donc ça montre bien qu'on a une désolvatation des cations lorsqu'ils rentrent dans les pores de 1 nanomètre. Donc c'était la première preuve expérimentale de la désolvatation qui était prévue par la théorie. Et ensuite, lorsqu'on a regardé un peu ce qui se passe du côté positif, vous voyez qu'au début, à petite charge, on a une pente qui est inférieure, une pente expérimentale inférieure à la pente théorique. Mais ça veut dire que le cation, l'anion qui doit rentrer, il pèse moins que l'anion théorique. Donc ça, c'était un peu... C'est plutôt facile à comprendre si on considère qu'ici, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sortir, on polarise positivement, donc on fait rentrer des anions et en même temps, on expulse des cations. Donc le delta M est plus faible que le théorique. Et là, après, on retrouve la pente théorique de juste l'absorption des anions. Et ça montre donc, ce type de schéma montre deux systèmes de charges différents en fonction de la polarisation. Ici, c'est juste le contre-ion qui rentre. On applique une charge négative, c'est le cation qui rentre. Ici, on a d'abord un échange entre anions et cations. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'ion swapping. On polarise positivement, les cations sortent, les anions rentrent, et après, uniquement, les anions rentrent. Et ça, c'est très intéressant fondamentalement à comprendre pour maximiser les performances des électrodes. Et lorsqu'on diminue la taille de pore, lorsqu'on prend un carbone avec une taille de pore de 0,6 nanomètres, on diminue encore plus la taille de pore dans le même électrolyte, vous voyez que de la même façon, on a les mêmes caractéristiques. Enfin, ici, on ne fait quasiment pas rentrer d'anions, parce que la variation de masse est nulle, parce que le pore est trop petit. Et par contre, côté cation, on arrive à faire rentrer des cations, mais on désolvate encore plus, puisqu'on a calculé 1,4 molécules de solvant autour du cation qui rentre. Plus le pore est petit, plus la désolvatation est importante. Alors, si on voulait aller jusqu'au bout, s'il n'y a plus de solvant du tout, ça serait l'intercalation. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, c'est plus les batteries. Donc, en fait, ces techniques de QCM, c'est très intéressant. De QCM, c'est très intéressant parce que ça nous permet
de voir comment les ions rentrent, sortent, à quelle vitesse et comment ils s'absorbent. Mais le problème, c'est que quand on voit, on a par exemple une variation expérimentale de masse molaire de 179 grammes par mol, ça peut être un cation qui rentre avec 2 molécules de solvant, ça fait exactement 179 grammes par mol, mais ça peut être aussi un cation qui rentre avec 5 molécules de solvant et 3 molécules de solvant qui sortent. Ça, on ne sait pas discriminer. Mais pour discriminer ça, on a fait des études en couplant la microbalance à quartz avec la RMN in situ. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toujours pareil, un carbone microporeux, et on a utilisé un électrolyte, le même solvant, l'acétonitrine, mais par contre, l'électrolyte, on a pris un phosphonium, c'est un PET4, donc c'est un gros cation, et puis un anion BF4-, traditionnel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au tout début, pour calibrer un peu les choses, on a pris des électrodes de carbone sans polarisation, et on a rajouté sur ces électrodes de carbone des quantités croissantes de cet électrolyte. Et lorsqu'on rajoute très peu d'électrolytes dans une grosse électrode de carbone, ben ici vous avez le signal du fluor, le signal du phosphore. Mais vous voyez que le signal du fluor, ici, au début, bon, il sort vers moins 158 ppm. Plus vous faites rentrer, vous rajoutez de l'électrolyte, et plus on voit apparaître un deuxième pic. Ben on a expliqué ça comment, c'était aussi des publications antérieures. En fait, lorsqu'on ajoute une petite quantité d'électrolyte sur le carbone, tous les ions vont aller s'absorber dans les pores. Et plus vous rajoutez de l'électrolyte, ben, l'excès d'électrolyte va aller entre les pores ou entre les grains de carbone, c'est le deuxième pic. Donc en fait, ce pic-là, c'est les ions qui sont absorbés à l'intérieur des nanopores du carbone. Et tandis qu'ici, on voit les ions qui sont dans l'électrolyte libre ou à l'extérieur des pores. Et c'est la même chose ici côté phosphore. Et le shift qu'on observe entre les ions de l'électrolyte libre et les ions qui sont trappés dans les pores, c'est lié aux effets de courant des noyaux aromatiques des zones graphitiques. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu, avec des calibrations, par intégration, en comparant les aires de pic, remonter au nombre d'ions qui sont stockés dans les pores, anions et cations, en suivant le signal du fluor et du phosphore. Et on a fait ça pour différentes polarisations. Donc on a polarisé à différents potentiels, et in situ, on a fait ces mesures et on a pu remonter au nombre d'ions qui étaient dans les pores. Hop. Et là, je vous présente en fait la variation du nombre d'ions en fonction du potentiel de l'électrode. Donc, par exemple ici, dans les polarisations positives, ben, vous voyez que à différents potentiels, le nombre d'anions augmente quand vous augmentez la polarisation positive et le nombre de cations diminue. C'est-à-dire que quand vous polarisez positivement, ben c'est logique, vous voyez que les anions rentrent dans l'électrode et les cations sortent de l'électrode. C'est exactement ce qu'on avait trouvé par QCM dans les mesures précédentes. Lorsqu'on regarde maintenant ce qui se passe par mesure négative, en polarisation négative, vous voyez qu'on voit là une forte augmentation des cations quand on augmente le potentiel négatif, tandis que le nombre d'anions reste à peu près le même. Là aussi, ça confirme ce qu'on avait trouvé par des mesures de QCM. Et tandis que là, on sait que c'est uniquement le nombre d'anions et de cations. Là, on ne joue pas avec le solvant. Alors, donc ça montre on confirme l'existence dans ce type d'électrolyte de deux types de mécanismes de stockage des charges différents. Un mécanisme d'absorption des contre-ions lorsqu'on applique des charges négatives, et un système d'échange ionique lorsqu'on est dans des charges positives. Et ça encore, c'est vraiment très important pour maximiser les vitesses de transport des ions et comprendre pourquoi on a comprendre la dynamique des ions dans ces pores. Alors, là, je vous ai dit que tout ce qu'on avait regardé, c'était uniquement le petit pic qui était shifté vers les valeurs négatives du shift. On pourrait se dire, ben, est-ce que ce petit pic, ça représente vraiment toute la charge qui est stockée dans l'électrode? Ben, en fait, oui, parce que là, on a comparé, en fonction du potentiel, la charge mesurée par RMN et la charge qu'on a mesurée par intégration des voltammétries cycliques qu'on a fait lors de la polarisation. Et vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, seuls les ions fortement liés au carbone dans les nanopores contribuent à stocker la charge dans les nanopores. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'on a réussi à montrer. Donc, intégrer uniquement le petit pic qui est shifté le plus vers les déplacements négatifs, ça correspond à tous les ions qui participent au stockage électrochimique de la charge dans les nanopores. Et après, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les mesures par EQCM, de la même façon. Et là, je vous présente comme tout à l'heure, ça c'est la charge, ici c'est la variation de masse,
les mesures expérimentales de QCM pendant ces mesures de RMN. Mais vous voyez qu'en charge négative, de la même façon, on a une droite. Et si on compare avec la capacité théorique, ou plutôt la variation théorique, comme tout à l'heure avec la loi de Faraday, de l'absorption des cations, vous voyez qu'on peut calculer un nombre de solvatations, un nombre de molécules entre 5 et 6 associées aux cations. De la même façon, on a une désolvatation, puisque le nombre de molécules dans le solvant, c'est 8 lorsqu'on n'est pas polarisé. Par contre, ici, vous voyez que ce système de contre-ion, juste le calcul théorique de la loi de Faraday avec le contre-ion ne marche pas pour les valeurs positives de la charge. Par contre, si on prend un mécanisme de type ion exchange, si on considère la variation de masse entre je fais rentrer un anion tandis qu'un cation sort, vous voyez qu'ici, on est beaucoup plus proche sur les 3 premiers points expérimentaux des points expérimentaux, pardon. Et tandis qu'ici, on a un petit écart, mais cet écart, il est en fait parce qu'on commence à avoir de l'oxydation de l'eau et il y a une grande incertitude sur ce point. Eh bien ça confirme que l'ARMN vous donne uniquement la variation des ions, le QCM vous donne la variation, évidemment, des anions, des cations, mais aussi des molécules de solvant. Puisqu'on a une bonne corrélation entre l'ARMN et le QCM, ça veut dire que l'acétonitrile, le solvant, en fait, les molécules de solvant, elles ne font que se réorganiser au sein des pores, elles ne sont pas expulsées des pores. Elles restent liées à l'électrode, fortement liées. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que, encore une fois, c'est juste une réorganisation locale des molécules de solvant dans les nanopores qui permet d'avoir ces mécanismes différents entre l'absorption positive et négative. Voilà, donc on travaille beaucoup, on continue à beaucoup travailler là-dessus pour essayer de comprendre tout ça, ces phénomènes de réorganisation de solvants, le déplacement des anions en particulier, pourquoi les anions restent constants, la population d'anions reste constante dans des charges négatives, on a encore un peu de mal là-dessus. Évidemment, ce sont des choses très importantes pour arriver à mettre au point des électrodes de carbone optimisées. Donc là, je vais passer à la dernière partie en 5 petites minutes. C'est une utilisation de ces matériaux, non pas dans des supercondensateurs de grande taille, mais des microsystèmes, des micro-supercondensateurs. Il y a, de la même façon qu'au niveau macroscopique, il y a des besoins micro-supercondensateurs pour le stockage de l'énergie, pour complémenter les micro-batteries. Un exemple, ce sont les MEMS, par exemple, ou encore les réseaux de capteurs pour l'Internet des objets. Alors, ce qu'on avait fait il y a quelques temps, c'est qu'on avait pris une céramique massive de carbure de titane, on avait fait la chloration en surface partielle, et puis on avait mesuré un peu les performances électrochimiques de ce type de matériaux. Alors l'idée, c'était de sortir un peu de la poudre, et si en partant d'une céramique massive, on éliminait tous les volumes morts qu'il y avait entre les grains de carbone, et l'objectif ici, c'était, par rapport à la poudre, l'objectif ici, c'était d'avoir des capacités volumiques en farad par centimètre cube très, très exacerbées, très élevées, justement donc en supprimant ces volumes morts. Là, ce sont deux petites coupes MEB d'échantillons qu'on avait fait donc en coupe. Donc là, vous avez la céramique qui n'a pas été chlorée et la céramique qui a été chlorée en surface. Donc le CDC, c'est du carbone poreux, parce que le TIC a été transformé en carbone poreux. Vous voyez qu'on a des épaisseurs 100 microns, 10 microns, et on savait faire, on a fait comme ça des échantillons de différentes épaisseurs. Les signatures Raman de ces films céramiques, elles sont rigoureusement identiques à celles des poudres, donc on a bien des carbones poreux, on n'a pas mesuré les surfaces spécifiques, mais ce sont les mêmes caractéristiques. Et lorsqu'on mesure les capacités volumiques en farad par centimètre cube dans un électrolyte organique, le même que tout à l'heure, vous voyez que lorsque l'épaisseur des films diminue, on arrive à des capacités volumiques de 180 farads par centimètre cube. La capacité volumique des films en poudre, c'est de l'ordre de 50 farads par centimètre cube. Et donc ça montre que ces systèmes-là, ils peuvent être très, très intéressants pour faire des microsystèmes où les farads par gramme, les capacités par gravimétrique, ce n'est pas très important. Ce qui est important, ce sont les capacités volumétriques. Donc multiplier par 4 la capacité volumétrique, c'est quelque chose de très intéressant. Et sur la base de ces résultats, on avait proposé de faire des micro-supercondensateurs complètement intégrés sur silicium. On faisait d'abord un dépôt de TIC par PVD. On chlorait ce TIC pour le transformer en carbone. Ensuite, on venait déposer par des techniques de lithographie des collecteurs de courant en or. Et on venait etcher le carbone entre les doigts d'or pour faire 2 électrodes, une polarité ici, une autre polarité, une goutte d'électrolyte, et le principe était validé. Sauf qu'en fait, on n'y est jamais trop arrivé parce qu'on a eu d'énormes problèmes de délamination entre le carbone ici et la surface du wafer. Et ce problème, on l'a résolu il y a très peu de temps, il y a quelques mois.
en faisant des chlorations partielles. C'est-à-dire que là, vous avez le même idée, le wafer de silicium, le dépôt d'un film de TIC par PVD. On vient faire la chloration, mais une chloration juste partielle, c'est-à-dire que l'idée, c'est de laisser un peu de semelle de TIC, conductrice, et de ne transformer qu'une partie du film de TIC en CDC, en carbone. Mais quand vous faites ça, après, quand on a une vue en coupe, vous voyez, vous avez le carbone qui a été, le TIC qui a été transformé en carbone poreux CDC, ici, et là, vous avez le TIC qui reste un peu, ici, et le wafer de silicium avec l'oxyde de silicium. Et bon, ça c'est une vue mètre, vous avez le TIC et le carbone, vous avez des dendrites de carbone qui croisent dans le TIC, et cette structure, ça vous donne des propriétés d'adhérence très grandes. Et tous ces films, il n'y a aucune délamination sur l'ensemble de ces films. Et on a aussi des propriétés mécaniques exacerbées qu'on a mesurées, que je ne vais pas présenter ici. Et surtout, ce film est complètement conducteur et cette semelle de TIC est conductrice. Et donc ces matériaux-là, on s'en est servi pour faire des micro-supercondensateurs. C'est exactement, ça c'est une vue de dessus d'une micro-supercap. Donc un faisceau d'électrodes positives ici, un faisceau d'électrodes négatives. Entre les deux, vous voyez, c'est l'électrolyte. On est venu décaper, etcher le carbone, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et lorsqu'on met ça dans des électrolytes de type acide sulfurique, on a une signature voltammétrique rectangulaire. C'est bien de l'absorption ionique. On joue avec l'absorption des anions et des cations. On a des performances de 175 farads par centimètre cube et plus, donc toujours pareil, des performances très élevées. Et puis on est capable de faire ce type de venir reporter ce type de micro-supercondensateur sur une galette de silicium et de faire une quarantaine de micro-supercondensateurs. C'est quelque chose de très facile à faire. Et vous voyez la variation de la capacité en fonction de la vitesse de balayage. Lorsqu'on a des vitesses de balayage de 10 volts par seconde, c'est-à-dire lorsqu'on fait des charges-décharges en une seconde, en moins d'une seconde, on récupère encore une fois plus de 170 farads par centimètre cube. Donc c'est vraiment des systèmes très intéressants. Ça, je ne vais pas en parler. Par contre, l'autre chose, c'est que lorsqu'on fait la chloration non pas partielle, mais complète de ces films, eh bien, sous certaines conditions de dépôt des TIC, lorsqu'on contrôle le stress, on est capable de venir faire des films complètement délaminés. Et ces films délaminés, vous voyez, ils ont une épaisseur de 6 microns, ils sont mécaniquement stables, et ce sont des films qui n'ont pas de particules, il n'y a pas de porosité interparticules, c'est un film massif qui est poreux. Et quand on regarde la porosité de ces films par des mesures de CO2, on a une distribution de taille de pore très étroite, et on a une taille de pore de 0,6 nanomètres. Donc là, typiquement, on est capable de faire un film de quelques millimètres carrés, complètement massif de carbone, poreux, avec une distribution très resserrée de 0,6 nanomètres. Donc c'était le premier exemple structural de contrôle de la structure de film massif à cette échelle. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, en fonction encore une fois des contraintes qui ont été faites lors du dépôt du TIC, lorsque vous faites la chloration complète, ben là, tout à l'heure, vous avez présenté des électrodes de micro-supercondensateur. Vous pouvez venir délaminer complètement une microélectrode. Cette microélectrode, vous pouvez venir la reporter sur un autre substrat. Là, bon, ce sont des tubes concentriques, parce qu'on avait mal contrôlé le stress des films de TIC. Bon, ça ne sert absolument à rien, mais la photo était jolie. Et quand vous reportez un peu ces films autosupportés sur des supports flexibles, par exemple, ben là, vous avez un exemple, un morceau de carbone reporté sur du PET, un petit dépôt d'or pour faire la connexion. De la même façon, vous faites la voltammétrie cyclique, vous récupérez 400 farads par centimètre cube. Donc ça montre quand même que ça ouvre pas mal de possibilités pour l'électronique flexible. Encore une fois, le transfert de films sur des supports flexibles. Mais aussi, ces films, on est en train de les utiliser pour étudier justement le transport des gaz, le transport des fluides à l'intérieur de ces membranes dont on peut contrôler la taille de pore entre 0,6 et 0,7 nanomètres. Voilà, donc bon, ça c'était les conclusions, je ne vais pas revenir dessus. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup de personnes à remercier, tous les gens qui travaillent au laboratoire avec moi, Yuri Gogotsi, tous les étudiants, Claire Gray, tous ces gens-là, et puis bon, les sponsors, et Pierre-Louis Taberna, Barbara Dafos, et l'ERC pour le financement. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.